Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Vendredi, la veille d'un long week-end pour certains d'entre vous. Nous serons là lundi. De toute façon, il n'y a plus de train. Donc, on l'a un peu évoqué hier. Il n'y a plus de train. Les avions sont très chers. Donc, ceux qui. Pardon, Florence. Attendez, votre micro n'est pas ouvert. Pardon. Oui, je commence. Oui. Et puis les avions, il y a une empreinte écologique considérable. Donc, il faut éviter. Il y a une forte hypocrisie quand même où on interdit les avions de Orly, mais on les autorise de Roissy, ce qui fait finalement plus de temps. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Donc c'est. Quand on peut prendre le train, c'est quand même mieux que l'avion. Mais c'est mieux, mais quand on peut, je vous mets au défi de trouver un train pour Bordeaux, pour Nantes, pour Marseille, pour Nice. Aujourd'hui, c'est impossible. Festival de Cannes, cauchemar. Mais cela dit, oui, enfin tout le monde va pas en festival de Cannes. Non, c'est très important, c'est un trafic avec les touristes. Mais énorme. Au-delà de. On a commencé. Je vais pas. Voilà. On peut continuer le débat. On y va. Alors, moi, je vais mettre mon grain de sel. Attendez, je vous présente déjà. Alors là, vous venez d'entendre Régis de Castelnau, avocat, Vue du droit, c'est votre blog. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Florence Berthoud, vous l'avez entendu également, maire du 5e arrondissement de Paris. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. C'est elle qui parlait. Et puis Georges Kuzmanovic, qui est très sage. Bonjour, qui n'a pas ouvert la bouche. Voilà. Président de République souveraine. Parlons du train, si vous voulez. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Régis? Non, juste, c'est que effectivement, dès lors qu'on est face à un long week-end, c'est très difficile. Mais moi, là, je dois aller à Paris. J'ai trouvé un aller en première à 31 € depuis Avignon-Paris. Je trouve que c'est quand même assez royal, quoi. Hein. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, en première en plus. Hein. Je me suis fait plaisir. C'était 25 pour le €. prix, Mais à une heure creuse en plein milieu de la semaine. Oui, mais c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui votre train. C'est au milieu de la semaine. Non, moi je suis dans ma grotte provençale. Là. Oh là là, mais si vous travaillez, que vous êtes un honnête travailleur qui veut partir en week-end, je vous mets au défi. Il faut s'y prendre un mois avant. Et même malhonnête. Oui, mais il y a un problème. Oui, mais moi je veux bien qu'on dise l'empreinte carbone machin, mais mettez des trains. Il n'y a pas assez de trains. J'appuie 100% la motion Valérie. Mettez des trains et pas les supprimer comme fait le gouvernement et comme l'impose l'Union européenne avec le pacte ferroviaire. Est-ce que c'est le gouvernement? Ils sont en grève tout le temps. Allez, ne démarrons pas. On pourrait remettre les trains de nuit aussi. Je pense que c'est pas le sujet sur les grandes lignes. Mais ça revient les trains de nuit. Ça revient parce que c'est très populaire et il a failli être fermé celle qui va à Saint-Berg. Il y a une sécurité effroyable à faire maintenant. Tous les trains de nuit ont été supprimés il y a des années dans toute l'Europe. Je peux le dire parce que j'ai cherché à prendre des trains de nuit pour aller dans une capitale européenne. Et vous voyez, j'ai dit n'importe quelle capitale. Donc n'importe quelle capitale, j'allais n'importe où. Je n'ai pas trouvé un seul train de nuit. Et on disait ouverture de la ligne fin 2024 pour les deux lignes. Ça fatiguait les conducteurs parce que moi j'ai demandé, on m'a dit que c'est les conducteurs qui voulaient pas. Mais il faut je pense que honnêtement il n'y avait pas de demande. Les conditions de travail. Oui, bien sûr, mais ça n'est pas que ça. Honnêtement, c'était totalement passé de mode et maintenant il y a fort heureusement, il y a des personnes qui ont envie de voyager comme ça. Mais c'était pas de mode pas chez les gens. Pardon ? C'était pas passé de mode chez les gens. Moi j'étais jeune, j'ai fait le tour d'Europe. Il y avait un pass européen. On ne dormait quasiment pas dans les hôtels, on faisait train de nuit. Vous avez raison, mais honnêtement, c'est aussi tombé. Ça plaisait à tout le monde. C'est aussi tombé parce que on prenait plus les. Alors trains c'est de nuit, revenu par le luxe. Voilà. Parce que figurez-vous que ce qui a été maintenant, c'est remis à la mode, c'était le Paris-Venise, l'Orient Express. C'est revenu par le luxe. Non mais attends, le principe est revenu par le luxe. Et après, ils ont commencé à remettre des trains de nuit. Mais chère Sophie, Paris-Venise, par exemple, en train de nuit, là, ça n'existe plus. Ils vont le remettre, mais ça n'existe plus. Voilà, puisque je l'ai cherché, donc voilà. Oui, j'ai été plusieurs fois à Venise. Oui, mais vous connaissez le prix de l'Orient Express? Oui, mais arrêtez de me traiter. Oui, je vous dis que le principe, plutôt qu'un hôtel de luxe, je trouve très bien qu'il y ait un train de luxe. Oui, d'accord. Aussi, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des trains. Et ça a donné l'idée de recommencer, parce que ça marchait très bien, et ça a donné l'idée en plus de recommercialiser des trains de nuit. Bon, oui, Régis, non. Pas pour le même cible. Je voulais dire que j'avais été plusieurs fois à Venise et systématiquement en train de nuit, c'est une merveille. Alors bon. J'habite en face de la gare de Lyon, ce qui fait qu'on prenait une panière avec un peu de champagne, avec un peu des petites choses comme ça pour agrémenter.
Et puis, dites, il y a une émission qui s'appelle Des trains pas comme les autres, je ne sais pas sur quelle chaîne, qui est sensationnelle, avec effectivement, à chaque fois, on va dans des pays étrangers, mais ça peut être des pays européens, et en Europe, mais parfois très très loin, surtout aussi, c'est magnifique. Ça donne plus l'envie, c'est de prendre le train. On voit qu'on est vendredi. Guy me dit, cette semaine, il y a des travaux sur la ligne Paris-Nantes, donc il y a moins de trains, ils durent plus de 3 heures, et puis la SNCF assume de faire les travaux les week-ends fériés pour pas gêner les travaux du quotidien. Allez, on va parler, il y a un auditeur, Stéphane, qui me dit, vous vous rendez compte où on en est en France, et ça nous permettra peut-être de parler de la décivilisation évoquée par Emmanuel Macron. On va parler de cet impôt pour le climat qui est envisagé, le zéro alcool au volant. Bref, on a pas mal de sujets qu'on n'aura pas le temps de traiter, mais c'est pas grave. Non, on n'aura pas le temps de les traiter. On commence avec de la culture avec vous, Florence Berthoud. C'est un coup de cœur que j'aurais pu faire pour votre festival formidable. Alors oui, il faut habiter Paris, oui, il faut habiter le 5e. Enfin non, il faut habiter Paris ou la région parisienne, mais vous organisez un formidable festival quartier du livre, et plus on parle du livre, et mieux c'est. Et alors c'est du livre, mais c'est du livre découverte. Et puis c'est gratuit. Tout est gratuit. C'est, comme on dit, exigeant mais populaire, et c'est surtout très pluridisciplinaire. Moi, je suis une lectrice, j'allais dire quasi pathologique, pour plein de raisons personnelles, mais aussi parce que je trouve que le livre, ça ouvre des fenêtres aussi sur l'autre qui est différent. Voilà. On lit les livres de personnes que peut-être on ne voudrait pas fréquenter dans la vraie vie, et c'est ça qui est important aussi. Mais vous avez du théâtre, vous avez de l'opéra, des conférences, et les sortilèges, vous avez du cinéma, vous avez même de la musique. Kali va venir sur une péniche. Il y a 200 événements. C'est un énorme boulot, ça. C'est un énorme boulot qui me prend, moi, dans mon métier de maire, plein de petites bouts tout au long de l'année, d'un agenda qui est quand même très, très chargé. J'ai une personne à mon cabinet qui suit spécifiquement les questions de livres. Pourquoi? Aussi parce que le quartier latin, c'est la plus grosse concentration de librairies et de maisons d'édition, et qu'il faut les défendre. Et surtout, je veux que ce soit un festival ouvert à tous. Par exemple, les visuels ont été faits dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Baudelaire, avec la fondation Robert de Sorbon. Ce sont des jeunes de Bobigny. Quand vous ouvrez le programme, vous voyez des photos, vous dites mais c'est bizarre. Le Panthéon, il y a des choses, je vois pas. Tiens, le métro, le tram à tel endroit. Ils ont fait un travail extraordinaire. Nous avons des jeunes qui viennent de zones d'éducation prioritaire pour qui nous bâtissons des programmes de visite particuliers. Et il va y avoir par exemple un journal qui a été fait par des personnes en grande précarité. Ils y travaillent depuis 6 mois. Ça s'appelle La Cafetière. Et comme le thème c'est voyage, ils ont fait un truc spécial. Donc vraiment, allez-y. C'est du 31 mai au 7 juin. Voilà, vous faites quartier du livre, www, et il y en a vraiment. Et il y a plein de tout. Il y a des conférences, des expos. Voilà, vous pouvez aller à Normale Sub suivre une conférence très, très, très pointue. Vous pouvez aller place du Panthéon. Vous aurez l'école des enfants du spectacle qui, tous les midis, vous fera gratuitement des animations musicales, théâtrales, une grande artiste plasticienne qui fait une immense installation place du Panthéon, un cabinet de curiosité dans la mairie, des dizaines et des dizaines d'écrivains de tous bords, de toutes tendances, parce qu'on a aussi des hommes et des femmes politiques qui viennent signer leurs bouquins. Voilà. Donc c'est le cabinet de curiosité dans la mairie du 5e. Oui. Ah, c'est sûr, peut-être sur l'affaire de ressusciter les morts. Pourquoi, pardon? C'était un souvenir à ceux qui ont connu Tibéri et les votes rue Saint-Jacques. On en est loin maintenant. Le cabinet de curiosité, c'est un grand auteur, poète, Poindron, à qui je donne carte blanche tous les ans, et qui monte un cabinet de curiosité. Et tous les enfants qui rentrent en 6e ont un livre, et ils viennent, je leur donne. Et moi, c'est vraiment parce que c'est un petit budget. Et alors, ça va vous intéresser sur le plan académique, parce que vous savez combien ce festival coûte? Ce festival coûte 55 000 €, 200
230 événements. Non. Enfin, les partenaires, c'est des partenaires qui montent des choses et c'est essentiellement d'ailleurs pour payer le programme, l'affichage, etc. Donc je suis VRP toute l'année pour aller convaincre les uns et les autres. On vous a donné carte blanche ce matin, voyage, Festival Quartier du Livre. Nous, on se retrouve dans un instant. Marraine Dariussec. Oui, la marraine Marie Dariussec, évidemment. Et on se retrouve dans un instant. On va parler de plein de choses. À tout de suite. Merci. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Moi, il m'a raconté, Raïm. Allez, on continue. Sophie. Je vais faire un coup de cœur. Oui. Alors en plus, justement, on disait tout le monde ne va pas à Cannes. Eh ben, il se trouve que, pour des raisons professionnelles d'ailleurs, j'étais à Cannes et que j'ai été absolument bluffée. Il y a des moments où les réussites françaises font en parler. Le Festival de Cannes, c'est le 3e festival mondial. C'est tous les Américains qui étaient là. J'ai des chiffres absolument incroyables. Il y a 125 000 visiteurs en moyenne, 200 millions d'euros d'impact économique. Il y a 2300 emplois créés, 90 000 nuitées. Tout est complet. C'est quelque chose dans l'image de la France, dans le monde entier, qui est incroyable. Et j'ai un chiffre invraisemblable. Un passage sur le tapis rouge pour une marque, un acteur, etc. C'est 1 milliard d'euros d'impact. 1 milliard d'euros. On en a parlé, c'est-à-dire que ça représente, si vous avez Catherine Deneuve avec sa robe, je dis n'importe quoi, Saint-Laurent, ça veut dire que c'est de l'achat d'espace qui n'a pas été fait par les marques et qui est exactement. Oui, non, mais alors je continue parce que c'est important. La sécurité de cette ville, assurée de façon invraisemblable. En 4 jours, je cherchais un papier par terre, d'une propreté inimaginable. Le maire de Cannes, David Lisnard, est incroyable. C'est un gestionnaire. Non, mais il faut le dire. Je ne parle pas de l'homme politique. Je parle du gestionnaire. Comme candidat à la présidentielle pour je ne suis pas du tout sûr qu'il en ait tellement envie. En tout cas, là, je parle du chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise d'une ville, comme certaines maires peuvent le faire. Et il y a un boulot de certains maires qui est incroyable. C'est exceptionnel. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pas que les paillettes. Non, c'est une économie, la propreté, la sécurité. Tout ça est important. Les espaces verts, enfin, tout ce qui peut paraître un peu accessoire et finalement pas très glorieux. Mais exactement. Je pense que c'est aussi ce qu'on demande à des maires aujourd'hui. C'est sur cet aspect-là d'être au rendez-vous. Et il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres. C'est ce que j'allais dire. Un auditeur me dit la main, on s'en fout de Cannes, c'est de la poudre aux yeux. Mais vous l'aimez cette poudre. Si vous voyez la foule qui est là, vous adorez les paillettes. Oui, mais nous tous. Peu importe. Ce qui est important, c'est de dire l'organisation qu'il y a derrière et le rayonnement pour la France. Et la poudre aux yeux, vous savez, c'est aussi du rêve dans le monde entier. C'est l'image de la France. Là, il y avait ce qui était incroyable à Cannes, personne ne parlait français. On était dans un café, la serveuse, je demande un truc, elle me dit "Can you say it in English?" Parce qu'ils ont recruté pour la circonstance. C'est invraisemblable. Non, j'étais bluffée. Grand rendez-vous. Coup de cœur. Coup de cœur. Georges, un coup de cœur aussi. Bon, là, on change complètement d'ambiance. En fait, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Demain, 27 mai, ce sera le 80e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance, présidée 48 rue du Four par Jean Moulin. Et le président de la République, et il a bien raison, en tant que président de la République et sa fonction, est allé déposer une gerbe et se recueillir. Mais le coup de gueule, c'est que l'homme politique Emmanuel Macron, le locataire actuel de l'Élysée, lui, faire honneur au Conseil national de la résistance, dont il détricote et détruit tout l'acquis, à savoir le programme des jours heureux, la retraite par répartition, la sécurité sociale, les services publics, en accélérant un processus qui est à l'œuvre depuis un certain nombre d'années. C'est assez étonnant, c'est un peu comme le général Gallifet qui prône la paix sociale. Et donc, nous, en République souveraine, mais avec nos amis d'Oser la France, de Julien Aubert, avec d'autres, avec France souveraine, avec différents mouvements politiques, nous organisons un rassemblement populaire. Il n'y a aucun signe politique, il n'y aura que le drapeau français, à côté de la 48 rue du Four, demain, à 11h. Pour célébrer ce grand moment. Et je rappelle. Rien, et alors, c'est-à-dire. Non, mais tout le monde admire Jean Moulin, et puis on ne peut pas tacler indéfiniment Macron, quoi qu'il fasse. Mais il ne serait pas, il se fait engueuler. Je rappelle, écoutez, je vous ai laissé parler. Emmanuel Macron est quelqu'un qui a choisi d'appeler CNR
une sorte de rassemblement qu'il a mis en place, dont l'objectif avoué est de casser les acquis du Conseil national de la résistance. Donc je ne vois pas en quoi ça ne serait pas critiquable. Et donc, comme vous en avez parlé pour votre événement que vous organisez, il y en a qui organisent demain un rassemblement populaire pour célébrer et défendre les acquis du Conseil national de la résistance et également la grandeur de la France et l'indépendance de la France qui était voulue par le général de Gaulle et qui a dû lutter considérablement pour l'acquérir à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ce sera également au programme de l'émission d'André Berkoff à 13h avec Céline Alonso. C'est une spéciale Jean Moulin tout à l'heure avec l'historien Fabrice Grenard. Régis, c'est un coup de gueule. Non, attendez, oui. je voulais réagir sur le CNR. Oui. Ce qu'a dit Georges. Oui, juste un coup de cœur, un coup de gueule. Le coup de cœur, c'est pour Arte, qui, je critique beaucoup. Ils ont fait une série toute récente en 5 épisodes sur la résistance qui est remarquable. Remarquable justement parce qu'elle montre le caractère minoritaire au début, comment ça s'est fait, qui étaient les hommes et tout. C'est formidable. Minoritaire. Donc j'invite à aller le voir. Coup de gueule contre Emmanuel Macron qui aujourd'hui nous fait du moulin après avoir fait, je veux dire, des discours à l'occasion de l'anniversaire de la rafle du Veldiv où la France s'est déshonorée, etc., etc. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, pendant qu'il y avait la rafle du Veldiv, il y avait des gens qui se faisaient tuer à Bir Hakeim. La France était à Londres, et comme d'habitude, il fait du en même temps. Un coup, j'encense Moulin, un autre coup, je dis que la France c'était Vichy. Bon, franchement, voilà, c'est un peu spécieux quand même. Non, mais je comprends, j'entends. Je veux pas. Mais je veux dire que c'est vrai aussi que ça a été honteux la rafle du Veldiv. C'est vrai aussi. Il y a quand même eu du en même temps pendant la guerre. Il y a eu une formidable résistance et il y a eu des collabos. Alors s'il y a bien un moment où il y a eu du en même temps, c'est là. Mais bien sûr. Enfin là, je vois pas. Enfin, Jacques Chirac lui-même, d'une certaine manière, a été le premier. Le premier. On n'a pas appelé ça du en même temps, mais a osé dire les choses. Et c'est une réalité. Oui. Voilà, c'est juste une réalité. Et je pense qu'il ne faut pas rajouter, pardonnez-moi, il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Il faut quand même, juste sur le plan historique, laissons la politicienne de côté. Sur l'histoire, parce que je sais que vous êtes très attachés à l'histoire dans son entièreté. L'histoire et le travail de l'historien, c'est pas de dire que tout équivaut à tout, mais c'est de bien rappeler que cette histoire met un éclairage et qui est toujours un éclairage en trompe-l'œil. Et c'est très très important de comprendre que oui, la résistance, c'est quelque chose de courageux et qui fut minoritaire et totalement minoritaire. Au début, c'est pas jeter l'opprobre sur les autres Français, mais il faut quand même le rappeler. Voilà. Au début, attends, je vais juste répondre. Rapidement, non, très rapidement, puis après je vais passer à mon... Jusqu'en 43, 44, il ne faut pas exagérer. Non, c'est pas vrai. Il faut lire les livres de Pierre Laborie, parce que justement, il y a eu tout un courant historiographique qui vise à culpabiliser la France. Mais c'est pas tout culpabilisant. Allez-y, on va conclure. Issus d'une famille où on cachait les Juifs. Je veux dire qu'ils étaient totalement minoritaires en Normandie, mes grands-parents qui cachaient les Juifs. Et comment Alors, allez-y. Je vais pouvoir en placer une, si c'est possible. Je dis que dire la France a organisé cette rafle, dire la France, là, c'est un choix politique et même juridique. René Cassin avait parfaitement démontré le caractère illégitime, totalement illégitime du régime de Vichy et issu du coup d'État du 10 juillet 40. On a compris ce qu'il voulait dire. Alors, attendez, allez-y, on va conclure, Régis, même si c'est intéressant. J'ai terminé j'ai terminé. Je dis c'est un choix politique, c'est tout. Et le discours tenu par Macron, avec son ami Bibi par l'épaule, etc. C'était un choix politique de le présenter comme ça, c'est tout. Voilà. De dire la France est coupable. Bon, très bien. Non, je crois que ce qui a été dit, enfin bon, on peut va pas ergoter là-dessus. Régis, votre coup de gueule. Alors mon coup de gueule, je pense, vous verrez que je pense à vous, ma chère Valérie, qui êtes journaliste. Eh bien, écoutez, Éric Dupond-Moretti a dû voir le film La vie des autres et ça doit lui plaire. Il porte un projet de loi à l'Assemblée nationale qui va autoriser l'utilisation des smartphones, des portables, pour géolocaliser les gens, mais aussi, si ce texte est adopté, mais aussi de les
écouter, de les regarder. C'est-à-dire qu'on pourra à distance sonoriser leur téléphone. Alors, il y a un cadre légal. Là, on a l'impression qu'on oui, bien sûr, comme d'habitude. Hein, c'est si vous voulez, c'est comme Darmanin qui a décidé que sur la base d'un critère politique, on allait interdire toutes les manifestations, ce qui est une illégalité. Non, attendez. Par expérience. Il y aura un cadre juridique, je veux bien, je sais comment fonctionnent les juges des libertés, je sais comment les parquets et les juges d'instruction prennent leurs initiatives. Moi, je suis désolé, je suis avocat. Hein. Bon, mais alors, quel est le coup de gueule? J'ai pas compris. C'est quoi le coup de gueule? C'est l'autorisation. Je vais vous le dire, je suis en train de vous le dire, le coup de gueule, hein, c'est que, j'ajoute que, donc, que tous les ordres d'avocats sont contre, les médecins, etc. C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut écouter l'avis des gens, on peut regarder ce qu'ils sont en train de faire. Il y a... Vous voulez dire qu'on a le droit légal? Bien sûr, oui. On va pouvoir. Donc il y a deux professions. On le faisait déjà. Il y a... Non, pas légalement, non. Il y a deux professions qui sont protégées. Il y a les avocats, les magistrats. On n'a pas le droit de sonoriser leurs appareils, mais on a le droit de les écouter quand ils parlent à Sarkozy. Non. Oui, mais on a le droit, attendez, on a le droit de les écouter quand ils reçoivent un client et si c'est le smartphone du client, ce qui est une hypocrisie totale. Donc les médecins pourront être sonorisés comme ça. Les journalistes, bonjour le secret des sources. Alors, moi, on va pas s'attarder sur les aspects directement techniques. Je peux vous dire que toutes les instances sont vent debout. Les ordres d'avocats, mais naturellement, qui sont complices des truands, comme d'habitude. Dans une démocratie, effectivement, si... non, mais attendez, c'est pas pour rien. C'est ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, avec les progrès numériques, on arrive à une société de surveillance qui fait peur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est Éric Dupond-Moretti. Alors, petite anecdote, moi qui m'a été racontée souvent, j'ai jamais été à son cabinet. Lui, quand on vient chez lui, les portables, on les met à un endroit éteint et on peut pas s'en occuper. Il a été suivi dans la fameuse enquête secrète menée par le PNF pour savoir d'où venait la fuite qui avait permis à Sarkozy de savoir qu'il était sur écoute. Ça a duré 5 ans. Il y a des dizaines d'avocats qui ont été, et d'autres qui ont été, pour lesquels on a demandé des fadettes. Il avait déposé plainte. Alors quand il a été nommé garde des Sceaux, immédiatement, il a retiré sa plainte. Voir qu'un avocat qui porte, c'est le ministre qui porte le projet, laisse faire ce genre de choses, ou le promeut, parce qu'on va voir ce qu'il dit à l'Assemblée, moi, ça me choque. Bon. Oui, alors Stéphane nous dit, si légalement, Régis, lisez les licences d'utilisation de Google et de votre smartphone ou de votre télé connectée, vous acceptez d'être écouté et exploité, et vos mots sont exploités. Donc c'est déjà le cas, et il y a eu effectivement une alerte là-dessus. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. T'es où, Thibaut? T'es pas là? Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, on va parler de la décivilisation, évidemment, mais moi, je voulais vous parler de cet épouvantable suicide de cette jeune fille, Lindsay, 13 ans, dans le Pas-de-Calais. Au départ, quand on décide des sujets, j'avais dit à Juliette Rioufol, avec qui on travaille, non, j'ai pas envie d'en parler. Et puis, je zappe le matin, et chez nos confrères d'RTL, j'ai entendu le témoignage de la mère sur un point très précis. Écoutez. La grand-mère de Lindsay a même écrit au président de la République à ce moment-là, en février. C'est ça, oui. Elle a écrit au président de la République au mois de février. On avait mis dedans les plaintes. On a bien précisé qu'on avait vu un psychologue, la lettre de suicide. Ensuite, elle avait fait une lettre aussi exprès pour la femme, Brigitte Macron, parce que comme elle est professeure, ma mère, elle a dit elle va être touchée par ça. Et en fait, on a reçu aucune réponse de personne. Voilà. Et ce matin, Pape Ndiaye, non mais vous allez répondre, et Pape Ndiaye dit on va renforcer le numéro vert. On va renforcer le numéro vert. Donc, il y aura toujours. Non, mais le témoignage est très long. Vous pouvez l'écouter. Le témoignage dure 8 minutes. Elle raconte qu'ils ont alerté. La petite fille parlait beaucoup avec ses parents. Ils ont alerté le proviseur. Ils ont alerté partout. Ils ont déposé des plaintes. Donc il y a quand même. C'est là où Valérie, ça va pas. Et vous savez ce qu'on a conseillé aux beaux-pères? Non, mais vous savez ce qu'on a conseillé aux beaux-pères? Non. De cette pauvre fille. De la changer d'école? Non, de lui enlever son téléphone. Comme ça, elle ne verrait pas
les... Eh ben, c'est pas idiot. Comme en ça, plus, elle verrait plus. Non, alors, Valérie, une seconde. Sophie. Il y a un moment où, d'abord, on va quand même dire que le courrier adressé en ces termes à Brigitte Macron, il est inimaginable la quantité. Parce que dans toutes les familles, il y a un moment où il y a un môme sur son téléphone la nuit, le soir, qui est harcelé ou moqué par ses copains. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que c'est horrible qu'ils aient alerté tout le monde et qu'on n'ait pas réagi. Mais c'est le fond du problème. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Mais c'est Samuel Paty. C'est Samuel Paty. C'est la même chose. Alors, on disait, ah oui, qu'est-ce qu'on faisait? Excuse-moi, c'est de prendre des mesures. Enfin, des mesures comment? De virer les élèves harceleurs, de les punir, de virer les élèves. On vire tous les élèves de France. Tous les élèves ne sont pas des harceleurs. Il y a toujours un moment, je voudrais mesurer les choses, parce que je comprends très bien, et je me mets à la place de cette mère, c'est horrible, et de cette gamine. Ce que je veux dire, c'est que tous nos enfants, petits enfants, etc. Il y a un jour ou l'autre où ils disent en classe, ils sont. Mais Sophie, on parle d'une gamine qui a dit qu'elle allait se suicider, qui a reçu des menaces. Des menaces, c'est pas la même chose. Non, mais ça arrive tout le temps avec des réseaux sociaux. Moi, le harcèlement. Pas ce cas-là. Le harcèlement est en train de devenir une véritable plaie. Non, mais je voudrais dire. Parler, Sophie. Est en train de devenir une véritable plaie. Quand j'ai fait mon contrat local de sécurité, j'ai voulu, parce que j'entends les parents régulièrement, pas dans l'endroit qui est le plus, on pourrait dire, a priori concerné par ce problème-là. C'est quand même le 5e, le temple du savoir, des meilleures écoles, etc. C'est partout le harcèlement, et notamment le harcèlement sur ça. Donc, il faut tous qu'on s'y mette. Et moi, pardon Sophie, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que quand on a un môme qui est quand on a un môme qui est harcelé, on finit, faute de moyens et peut-être aussi de courage, nous tous, par dire bon bah écoutez, mettez-le dans une autre école parce que ça fonctionne pas. Donc moi je souhaite vraiment qu'on convoque les mômes qui harcèlent et qu'on explique. Parce que pourquoi le môme il est harcelé 9 fois sur 10, c'est parce qu'il est différent. Oui. Il est différent, donc différent... Quoi que ce soit, oui. Non, mais différent pour quoi que ce soit. Il est ressenti comme s'habillant moins bien, se peignant pas à la mode. Il est timide, il va sentir la transpiration. Mais écoutons les mômes, pourquoi ils se font harceler. C'est des trucs qui paraissent lunaires. Mais là, il y avait une situation de crise, il n'y a eu aucune réaction. Oui, mais je suis d'accord. Mais il y a un moment donné... elle a alerté le proviseur. Non, mais le proviseur, elle alerte le président, etc. 2 plaintes au commissariat. Attendez, mais juste, moi je le vis, on le vit comme maire. Maire M-A-I-R-E, évidemment, maire aussi M-E-R-E. Alors qu'est-ce que vous auriez fait? C'est dans l'école aussi et avec le commissariat. Il faut qu'on puisse mettre en responsabilité tout le monde et ils doivent être convoqués. Il faut prévoir des process où, le cas échéant, on va exclure. Et avant d'exclure, il faut expliquer. Je suis d'accord. Souvent, on n'explique pas. On considère, par exemple, j'ai vu des mômes qui se faisaient un peu taper dans une cour de récréation, mais on considérait que finalement, c'était pas si grave que ça. Que régulièrement, tous les 3 jours, le môme se fasse déchirer une veste, malmener, etc. Donc ça commence par ça. C'est le zéro tolérance sur ça. Tolérance. L'école avait réagi. Il y avait eu une commission de discipline. 2 élèves avaient été exclus, mais visiblement, ça venait aussi de l'extérieur de l'école. Donc l'école, visiblement, avait en tout cas traité, c'est ce que dit le rectorat Régis. Cela dit, il faut aussi protéger les enfants. Et quand il y a ça, il faut. Là, je suis d'accord avec Sophie. Il faut mettre le téléphone de côté pour le protéger momentanément, au moins pour le protéger momentanément. Oui, mais c'est pas que le téléphone. C'est pas la solution. Alors, il faut le protéger. Sophie, il y a Régis qui doit parler. Je voulais intervenir sur 2 exemples précédents.
Hein. Valérie, vous avez dit Samuel Paty. Stéphane Simon, qui est un des dirigeants de Front Populaire, vient de sortir un bouquin où il démontre que c'était tout à fait évitable, mais que personne n'a fait le boulot. Et je pense en particulier à l'éducation nationale, je pense aussi aux autorités administratives, parce que on importune quand on vient poser des problèmes de ce genre, etc. Rappelez-vous, qu'en ce qui concerne Samuel Paty, c'est lui qui a été mis en cause pour ce qu'il avait fait. Hein. Il avait publié les caricatures qu'il avait prises sur le matériel éducatif en ligne de l'éducation nationale. Ensuite, il y a l'affaire Mila. Moi, j'avais été, rappelez-vous, la violence, comment cette fille courageuse qui a du caractère, a été désocialisée, et que, elle s'est battue, mais ça aurait pu finir de façon terrible. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans l'établissement, mais tous les mômes étaient vent debout contre elle. Hein. Moi, je suis désolé, il faut être féroce. Oui, alors Papendiaï est très féroce, puisqu'il y avait la remise du prix non au harcèlement qui récompense la création d'une affiche ou d'une vidéo sur le thème. Enfin, pardon, mais renforcer le numéro vert et faire des annonces aussi ridicules que ça, pardon, c'est Valérie, attendez, vous avez parlé, Sophie n'a pas beaucoup parlé. Si vous avez beaucoup parlé, je voudrais si vous avez beaucoup parlé là-dessus, on n'était pas d'accord d'ailleurs. Mais Georges Kuzmanovic, face aux réseaux sociaux et aux problèmes de harcèlement, et pas que, et de la perte de temps et de la concentration. Alors, c'est pas du tout notre système politique, mais la Chine qui se trouvait totalement submergée, ils ont trouvé une solution à la chinoise. Ils ont décidé que les enfants auraient accès au téléphone 1 heure par jour, par reconnaissance faciale. Point. Donc, les parents n'ont même plus à le faire, c'est le gouvernement l'a fait. On ne peut pas le faire dans notre pays, évidemment. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est généraliser, et je refuse, à chaque fois on me dit c'est pas possible, c'est trop compliqué, on généralise dans les collèges et les lycées ce que fait, d'après Régis, Monsieur Dupond-Moretti dans son cabinet d'avocat. Et on le faisait alarmer dans des bases gigantesques en Afghanistan. Chacun met son téléphone en rentrant dans une boîte plombée et il ne bouge pas jusqu'à la sortie de l'école. Il y a des établissements qui le font. Rares, mais qui le font. Il faut le faire, et ça fait déjà une journée entière à l'école. Je suis d'accord. On vit à l'école et on est pas. Non mais c'est déjà là-dedans. Ah mais ça change ça c'est une chose. C'est un acte concret, faisable. Et ça, Papendiaï, plutôt que de faire des affiches et des films, c'est très sympathique. Ils font une loi. Et point. Et on fait. Et c'est déjà un acte, voilà, que je propose. Je suis d'accord. Il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi le. Oui, mais ça changerait beaucoup les choses. Et si je voulais compléter, c'est que on est face effectivement à un phénomène civilisationnel terrible, mais je pense qu'il faut absolument mobiliser les parents qui se reprennent en main, les parents. Mais les parents y étaient sur l'INSEE, Sophie. Valérie, là. Je voudrais juste finir ma phrase. Je suis d'accord, et je ne parle pas de cet exemple précis qui est dramatique, et ils ont essayé de porter plainte. Je dis aussi ils ont porté plainte. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché, enfin, ce que je veux dire. Mais porter plainte, moi j'ai vu ma collaboratrice immédiate, dont la petite fille a eu des problèmes épouvantables avec un prof qui l'a harcelée. Intéressant, une petite fille. Elle est allée voir la directrice, etc. Il ne pouvait rien faire. Il dit non. Puis alors, un prof de maths, on n'en a pas. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas sympa. Elle rentrait, elle menaçait elle voulait plus aller en classe. Elle sanglotait. C'était le prof. Donc on a un système qui est extrêmement compliqué, avec des profs qui sont très bien en général. Non mais comment est-ce qu'on gère des trucs pareils? Les directeurs n'osent plus bouger. Les profs non. Comment est-ce qu'on gère? On a des réseaux sociaux épouvantables. Je suis d'accord, on supprime un téléphone. On a un cas exemplaire de parents qui ont réagi, d'une petite fille qui a raconté ce qui lui est arrivé. Alors dites-le. Non mais dites-le. Dans ce cas précis, comment on aurait pu faire? Sophie, on a justement le problème de décivilisation. C'est un des sujets. Non mais ça, on est dedans en fait. On est dedans. Je pense qu'il y a une continuité. On est dedans. Ce cas de cette pauvre fille, c'est exactement le cas. Régis en a parlé, de notre ami Stéphane Simon qui a fait ce livre et qui entraîne une commission d'enquête sénatoriale. Avec Michael qui a envoyé une lettre aux sénateurs. Le fait est que, dans de nombreux cas,
que ce soit des agressions sur les policiers, que ce soit des viols, que ce soit des menaces, que ce soit des incivilités graves, des tabassages d'agents des services publics. En fait, c'est le pas de vague qui prévaut en continu. Donc c'est un phénomène. Il y a un phénomène de décivilisation là-dedans, et il y a un retour qu'il faut avoir réellement à l'autorité en général. Les directeurs d'école ne sont pas chefs d'établissement. C'est un sujet, ils me le disent tous, ils n'ont pas d'autorité. C'est-à-dire que sur les pauses... Non, mais attendez, le directeur d'école ou la directrice d'école qui veut rappeler à l'ordre vraiment un prof ou un animateur, il n'est pas chef d'établissement. Et moi, j'ai parfois des directeurs, des directrices d'école très très courageux, mais il faut voir que à propos de réforme, il faudrait peut-être enfin qu'on fasse une réforme pour que les directeurs et les directrices d'école, parce que ça démarre là, puissent être de véritables chefs d'établissement avec des pouvoirs en matière de sécurité. Et c'est la deuxième solution efficace. Stop, on se retrouve dans un instant avec vous, on va parler de décivilisation justement. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, les débats continuent, on parle des portables. Le portable est évidemment en cause, mais le comportement général, ce qu'évoquait à l'instant Georges Kuzmanovic sur les violences, on en a aussi parlé hier, et ce mot qui a évidemment beaucoup fait réagir, décivilisation, mot employé par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Effectivement, on avait entendu parler d'ensauvagement, de sauvageon, de perte de repères, et ce mot a beaucoup choqué les uns et les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, décivilisation? Formidable. Oui. Alors, je trouve que c'est un mot excellent. Excellent, qui n'accuse personne, qui est un constat. Nous sommes dans une période de régression sur le plan des comportements, du savoir-vivre, du savoir-être, de la violence. Et je trouve que le mot est parfait. Oui, ça fait référence à des termes employés par Renaud Camus, par le Rassemblement National. Qui le sait? Qui le sait? Qui le sait? Je pense que là... Mais est-ce que c'est le bon mot, décivilisation? Je pense que le sujet, c'est moins le mot que ce qu'il veut dire et ce qu'il signifie. Oui, on comprend. Et ce qu'il signifie est absolument terrible, d'ailleurs. Encore une fois, j'ai un problème. Je pense que vous ne serez pas d'accord avec moi, mesdames, avec Emmanuel Macron utilisant le terme de décivilisation. La grande anthropologue Margaret Mead avait noté que la civilisation, c'était commençait quand on trouvait des tombes où on avait des êtres humains qui avaient été enterrés, et on voyait qu'ils avaient subi des blessures graves dont ils n'étaient pas morts avant. Ils étaient morts d'autre chose. Ça veut dire que le groupe s'était occupé d'eux. Or, une société néolibérale, de désindustrialisation, de fin du travail, de laxisme moral, ne peut conduire qu'à une décivilisation. Elle est due à de nombreux facteurs. Elle n'est pas due qu'au fait d'irrespect de morale, de mauvais comportement. Elle est aussi due au délitement de la société dans tous ses aspects. Et quand vous faites de la politique, j'en fais également. Ce qui revient tout le temps, c'est la perte de sens. La perte de sens, les policiers perdent de sens, les médecins perdent de sens, les politiques perdent de sens. Ça, la perte de sens. Non, les gens, c'est ce qu'ils disent. Mais oui, justement. Mais dans l'entreprise aussi. Des cadres aux ouvriers, on ne sait pas pourquoi on fait notre travail, où ce que ça mène. Donc ça veut dire que c'est une société dans son ensemble qui perd de son sens. Et un des éléments, ce n'est pas le seul, c'est l'atteinte à ce qui a fait notre République, aussi également la partie de la République sociale qui vient du Conseil national de la résistance, à savoir cette fraternité, cette solidarité qui se délite. Et quand on organise la jungle et la guerre de tous contre tous, eh bien ça aggrave des problèmes, mais qui viennent d'ailleurs aussi. On a une immigration totalement non contrôlée, qui fait qu'on amène des gens sans les mettre dans un processus d'assimilation efficace, où ils viennent avec leur vie, avec leurs problèmes, avec leur culture, avec leurs conflits. Alors après on s'étonne, mais pourquoi est-ce que les Érythréens attaquent les Éthiopiens dans tel ou tel camp? Oui, non, mais tu ne connais pas la géopolitique, ils viennent de là parce qu'ils sont en guerre les uns contre les autres. Donc ça entraîne ce genre de choses. Oui, les rapports à la femme, les rapports à la famille ne sont pas les mêmes partout.
Encore un autre problème, la peur de la sanction. Là. Il y a une panique totale de la sanction à tous les niveaux, sauf pour les petits trucs. Là, les gens qui se garent mal ou les trucs qui payent pas un bout d'impôt, alors là, c'est l'avalanche, tu retombes sur la tête. Et pour l'instant, on est très d'accord pour qu'on de soit pas faire des d'accord. mesures. Non, c'est parce que je critiquais Emmanuel Macron. Non, mais quel est le rapport? Je suis d'accord. Non, le rapport, c'est sur le néolibéralisme. Régis, Le néolibéralisme, c'est bien plus que ça. Je vais dire que Emmanuel Macron a raison. On est dans une phase de crise de notre civilisation. La civilisation occidentale, qui était hégémonique sur la planète, qui a conduit la globalisation. La globalisation, c'était la forme moderne de la domination occidentale. C'est l'histoire, c'est 5 siècles. Elle est en crise. Elle est entrée en transformation. On le voit bien. Il y a le Sud global ou la majorité mondiale d'un côté, l'Occident combiné de l'autre côté, et notre civilisation occidentale a commencé véritablement son déclin. Pas sa décadence, ça c'est pas la question. Son déclin. Et on en a les symptômes de cette crise de civilisation. On n'est pas en grande forme en Occident. Non. Et ça suscite. Alors, je partage l'analyse de Georges sur effectivement ce qu'on a perdu, qui nous sait tenir ensemble. Mais je pense que on a un vrai risque de dislocation occidentale et il faut voir le nouveau monde qui arrive. C'est pas très réjouissant quand vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Mais juste un mot, Sophie. Emmanuel Macron le découvre, semble-t-il, seulement maintenant. Enfin, quand je parlais du Rassemblement national, c'est ce que dit Marine Le Pen. Elle dit, moi, je parle d'ensauvagement depuis des années. Je me fais accuser de tous les mots pour cela. Bruno Retailleau a dit qu'il avait déjà employé ce mot également. Et effectivement, c'est pas nouveau cet ensauvagement. Ça prend des proportions. On est vraiment à un tournant et tout ce qui a été dit est parfaitement juste. Mais c'est vrai que actuellement, on a l'impression qu'il y a une accélération de ça, due d'ailleurs en particulier à plein de phénomènes. Le Covid qui a accentué le retour sur soi, c'est l'individualisation. Il y a des guerres en Ukraine, des guerres partout. C'est intéressant aussi de voir, intéressant aussi de voir que les Chinois réagissent avec on n'aimerait pas du tout ce totalitarisme. Simplement, ils vont gagner parce qu'il y a un moment où il faut lutter. Et ce que je voulais dire sur la perte de sens, c'est que ça fait des années que dans les entreprises, on nous dit il faut donner un sens, c'est quoi le projet d'entreprise, etc. Et il y a aussi un moment où moi, chef d'entreprise, je disais bon, mais il y a un projet d'entreprise. Alors, j'essayais de trouver pour chacun, mais chacun voulait qu'on donne un sens. C'est à nous aussi de donner un sens à notre vie. Maintenant, on demande tout à tout le monde. On demande tout à l'État, on demande à l'entreprise de trouver un sens. Là, la perte de sens, c'est quoi? La perte de on sens, la trouve soi-même. Oui, mais là, on parle le sens, c'est quand on est à l'école, on écoute le professeur et on ça s'appelle l'autorité de l'éducation. Et les parents viennent pas tout le temps dire parce que le professeur a mis un petit truc rouge sur une feuille de papier. Je pense qu'il y a trois choses qui sont de nature différente. Il y a l'autorité. Une société, il n'y a pas besoin d'être autoritariste. Une société ne peut pas fonctionner sans règles. Et les règles, c'est, vous appelez ça le bien, le mal, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas le faire, c'est ce qui va permettre de vivre ensemble. Donc dès que vous émoussez que, oui, mais il y a telle règle, mais telle règle, il y a 1001 exceptions à la règle, ça ne fonctionne pas. Donc il y a l'autorité. Et puis il y a le sens. Et le sens est le principe de responsabilité. Je pense qu'une société, ça ne fonctionne pas sur deux pieds s'il n'y a pas du sens. Alors c'est peut-être à chacun de trouver du sens, mais quand vous êtes dans une entreprise, oui, l'entreprise, et maintenant surtout nos jeunes, les plus jeunes, ils disent maintenant je ne vais pas dans une entreprise si je ne sais pas pourquoi je bosse. Je ne peux pas bosser uniquement pour avoir un salaire. Et le principe de responsabilité, c'est-à-dire que ça démarre effectivement, tout le monde doit être responsable de ses actes. Et tous ces actes ont des conséquences. Et on refuse aujourd'hui d'admettre, ça c'est une question morale, mais morale au sens étymologique, que quel que soit ce que l'on fait, de bien ou de mal, ça a une conséquence et ça a une conséquence sur l'autre. Et si je dégrade la vie de l'autre, si je dégrade sa qualité de vie, eh bien, ça nuit au collectif. Donc, le sens, c'est collectif. Il y a le sens individuel, mais s'il n'y a pas de sens collectif, la société, elle ne peut pas fonctionner. Mais aujourd'hui, collectif, grâce à la responsabilité individuelle. Oui, mais on ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on demande à un maire? Les programmes, c'est pas uniquement pour faire rêver, c'est avec toutes les limites. C'est donnez-nous, vous voyez comment. Alors avec peut-être toutes les limites, mais
Vous voyez la ville? Comment? Vous voyez le collectif? Comment? Et l'entreprise, si elle donne pas de sens, c'est très compliqué. Oui, mais là, pardon. Toi, le sens, mais là, on est dans des sphères intellectuelles, de raison. Non, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Vous avez des gens qui on est au supermarché, qu'on remplit les rayons, c'est quoi le sens? Oui, mais pourquoi il y a eu des systèmes comme Intermarché où on essayait de faire jouer la participation? C'est parce que on essaie de mettre. C'est pas une affaire. Mais des civilisations, on parle d'individus précisément qui n'ont plus de repères et qui. Mais ils n'ont plus de repères. Mais les repères, c'est les collectifs, c'est la famille, c'est la collectivité, c'est le pays, c'est l'idée. Vous en parliez tout à l'heure, le vivre ensemble. Certains appelleront ça l'esprit de compagnonnage, d'autres la famille. On est quand même beaucoup mieux quand il y a un collectif et quand on a le sentiment d'appartenir à un collectif. Pourquoi le communautarisme? On ne veut pas y accéder au collectif. Pourquoi le communautarisme fonctionne autant? C'est parce que quand vous avez perte de repères, hélas, et ben les individus, ils vont se raccrocher quoi? À leur communauté de genre, à leur religion, à leur croyance, etc. Parce qu'il n'y a plus de collectif. Donc on va le chercher dans des communautés. C'est normal, mais je répète, la décivilisation aussi vient d'en haut. Dans une société où on va valoriser... Mais oui, évidemment. Mais un président de la République qui dit il n'y a pas de culture en France, qu'on voulait que les gens respectent la culture en France. Quand un président de la République dit... Il n'a pas tout à fait dit ça, il n'y a pas de spécificité de culture française, ce qui n'est pas bien. C'est pas bien. Il faut que les jeunes respectent, il faut que les jeunes deviennent milliardaires. Je rappelle quand même qu'en général, les milliardaires et les millionnaires sont souvent des gens qui prennent l'argent sur le dos des autres. Et quand on valorise la guerre, mais si on favorise, on est dans une société depuis une vingtaine d'années où on favorise l'achat de faux. C'est la lutte des classes. Oui, c'est la lutte des classes. Quand vous la favorisez, il ne faut pas s'étonner que le bâton revienne dans la figure. Allez, Régis, oui. Une phrase. Bon, donc, l'esprit de responsabilité, je suis tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle, dans la sphère politique, c'est-à-dire en haut, on ne démissionne jamais. Jamais vous avez des hommes politiques qui se retrouvent mis en examen, vous avez des problèmes, vous avez des échecs, etc. On ne démissionne plus jamais. C'est ça l'esprit de responsabilité? Sauf le maire qui se fait menacer. Il n'y a jamais de responsable. Ni responsable ni coupable, on l'a déjà dit. Monsieur Bruno Le Maire, par exemple. On va écraser l'économie russe. Il est grotesque. Et ça l'a pas simplement effleuré qu'il était ridicule et qu'il n'était pas fait pour ce poste. C'est pas grave. Bon, c'est comme ça. L'exemple vient de très haut. Nous sommes irresponsables et coupables. Nous avons fini pour aujourd'hui et dans un instant on va parler tennis. Roland Garros sur France Télévisions qui démarre. Merci à tous les quatre.